Oui, bonsoir à tous. Je suis un tout petit peu en avance sur l'horaire, juste pour m'assurer que ceux qui sont déjà connectés ont bien le son et l'image. Donc, si certains d'entre vous veulent nous envoyer un message via le chat pour dire que tout fonctionne normalement, ce serait sympa. Comme ça, après, on attend 2-3 minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne, mais au moins, on est sûr que ça fonctionne. Ok, bah écoutez, vous êtes déjà 3 à avoir répondu, donc a priori, on n'a pas de son. Donc, je coupe le son provisoirement et on commence dans 2-3 minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Bon, écoutez, on a regardé un tout petit peu le nombre de participants, donc on a à peu près la moitié des participants qui sont là. On va essayer de respecter le timing parce que je sais que vous avez tous des emplois du temps un tout petit peu chargés et serrés. Donc on va commencer. Les retardataires nous rejoindront en route. Donc bonsoir et bienvenue dans ce nouveau webinaire Duo Solutions. Au titre, vous avez vu volontairement un tout petit peu provocateur. Je l'ai intitulé « Rémunérer ses salariés sans charge sociale ». Donc, pourquoi ce webinaire d'abord? L'idée est partie d'un constat qu'on fait trop souvent. Les employeurs qui souhaitent récompenser leurs salariés leur versent des primes. Et ces primes sont soumises d'une part aux charges sociales et d'autre part à l'impôt sur le revenu. Donc, on constate une grande déperdition entre, d'un côté, l'avantage que reçoit le salarié et de l'autre côté, le coût pour l'entreprise. Et souvent, on le verra tout à l'heure, il y a une perte pour les deux parties, donc côté salarié et côté entreprise. Et donc, tout ça, ce constat fait qu'on se dit, mais c'est quand même un peu dommage d'avoir une telle déperdition, surtout quand les montants des récompenses, entre guillemets, portent sur des petites sommes. Alors, c'est pour ça que pour éviter tout ça, je vous propose ce soir un rapide panorama d'un certain nombre d'avantages sociaux qui bénéficient à la fois d'exonération de charges et parfois, cerise sur le gâteau, d'exonération d'impôt sur le revenu. Alors, on a mis un format d'1 heure, donc on a un timing qui est un tout petit peu serré, donc on va faire une présentation succincte. Vous verrez qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Je les ai pas tous balayés, j'en ai balayé une bonne partie, surtout ceux qui ne sont pas liés à l'épargne dans l'entreprise. On va pas trop rentrer dans les détails de ce que j'ai sélectionné. On va surtout pas rentrer dans les modalités pratiques de mise en place. Moi, mon but, c'est de vous sensibiliser à l'existence d'un certain nombre d'opportunités, de vous inciter à vous rapprocher de l'équipe de Duo Solutions, que ce soit les collaborateurs, les experts comptables ou le service social qui est directement concerné, pour discuter avec eux des dispositifs qui sont susceptibles d'être mis en place dans votre entreprise. Donc, tout ce que je vais vous présenter sont des dispositifs facultatifs qui peuvent être mis en place pratiquement partout, mais avec des conditions. Donc, c'est pas forcément, tous les dispositifs ne sont pas forcément adaptés à votre entreprise. Alors, la période choisie pour ce webinaire, c'est pas le fruit du hasard, hein. On l'a fait volontairement avant les fêtes, pour vous parler des chèques cadeaux. Alors, on va commencer ce webinaire avec donc le programme. On va parler dans un premier temps des titres restaurants et autres frais de repas, mais je vais focaliser sur les titres restaurants. Dans un deuxième temps, on parlera des bons d'achat et des chèques cadeaux, c'est la même chose. On abordera les chèques vacances, ensuite le CESU,
donc qui est le chèque emploi service universel préfinancé. La prime de partage de la valeur, donc si vous écoutez un peu l'actualité, c'est à la mode et ça va bouger. Donc on va en parler, je vais vous donner l'actualité récente. Les chèques culture, les frais de transport et enfin un petit focus mais très rapide sur les dons de matériel informatique parce qu'il n'y a pratiquement plus rien à faire en la matière. Donc ce que je vous propose, c'est une intervention à peu près de 3/4 d'heure, maximum 1 heure, et ensuite des questions que je vous propose d'envoyer par chat et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du temps qui nous est accordé. On va essayer de pas trop déborder puisque je sais que vos emplois du temps sont serrés. Alors, on va commencer dans un premier temps par les titres restaurants. Donc, les titres restaurants, ce sont des titres qui sont remis par l'employeur à son personnel salarié pour lui permettre d'acquitter tout ou partie le prix de repas qui sont consommés au restaurant. Alors, ces titres restaurants, c'est ce qu'on appelle communément les tickets repas, les tickets restaurants ou les chèques restaurants. Donc, évidemment, c'est jamais obligatoire. Tous les dispositifs que je vais vous présenter sont des dispositifs facultatifs. Donc, l'employeur a la possibilité de les mettre en place, mais il est obligatoire ni pour l'employeur ni pour le salarié. C'est-à-dire que si l'employeur décide de mettre en place des tickets restaurants dans son entreprise, le salarié a la possibilité de les refuser. Pourquoi? Puisqu'on va avoir dans le mode de fonctionnement qu'il y a une participation salariale. Donc, à partir du moment où vous demandez à un salarié de contribuer à quelque chose, c'est-à-dire d'avoir quelque chose à acheter, même si c'est à une valeur réduite, vous ne pouvez pas l'obliger à le faire. Donc, le salarié a la possibilité de les refuser. Si le salarié décide de les refuser, par contre, il n'a pas la possibilité de demander une compensation salariale, de dire voilà, je renonce à l'avantage ticket restaurant, mais en contrepartie, je veux une compensation. J'ai mis, donc vous verrez dans le diaporama que à chaque fois que j'ai mis un petit triangle avec un panneau de chantier, c'est que c'est une alerte. Donc soit il y a une exception, soit il y a quelque chose sur lequel il faut être particulièrement vigilant parce qu'il y a un danger pour certaines mesures. Donc là, je vous ai mis une exception. Certaines conventions collectives prévoient l'obligation pour tous les salariés d'accepter les tickets restaurants. Mais c'est une exception. Majoritairement, la mise en place de tickets restaurants est facultative et les salariés peuvent les refuser. Autre alerte sur la mise en place des tickets restaurants. Les tickets restaurants, on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. C'est le principe d'un titre restaurant par jour travaillé et ça vous engage sur l'avenir. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous pouvez donner de manière ponctuelle comme les chèques cadeaux où vous décidez à un moment donné de donner des chèques cadeaux. On y reviendra tout à l'heure. Les titres restaurants, à partir du moment où vous les mettez en place, ça vous engage sur une durée longue et donc il y a un coût à calculer. On va y revenir aussi. Alors, qui peut bénéficier des tickets restaurants? Comme la plupart des dispositifs qu'on va voir après, ce sont les salariés. Donc, les salariés qui soient à temps plein en CDI ou en CDD, c'est-à-dire contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée. Les salariés à temps partiel, alors avec une petite particularité, s'il faut que la pause repas soit prévue dans le contrat. C'est-à-dire que, grosso modo, vous ayez une période travaillée avant la pause repas et une période travaillée après la pause repas. Ce qui sous-entend qu'un salarié qui travaillerait à temps partiel et qui travaillerait que le matin et pas l'après-midi n'a pas droit au ticket resto. Les stagiaires ont droit au ticket resto. Donc attention, sauf renonciation. Donc là, le principe étant que si vous instaurez des tickets restaurants dans votre entreprise, tout stagiaire qui vient a droit au ticket restaurant. Sauf renonciation. Donc moi, je vous conseille, si vous ne souhaitez pas les attribuer aux stagiaires, de les faire renoncer par écrit au moment de leur entrée en stage. Les intérimaires, les apprentis, les salariés en télétravail. Donc là, j'insiste un peu sur les salariés en télétravail. Les salariés en télétravail, à partir du moment où ils bénéficient des mêmes conditions de travail identiques à un salarié qui travaille au bureau, c'est considéré comme une journée de travail. Donc le salarié a le droit à un ticket restaurant. A contrario, ne peuvent pas bénéficier des tickets restaurants les salariés qui ne travaillent pas, donc ceux qui sont absents notamment, ceux qui sont absents pour maladie, pour congé, pour RTT. Le salarié à temps partiel qui ne travaille que le matin ou que l'après-midi, comme je viens de vous l'exposer. Et enfin, le mandataire social, gérant et président de SAS, normalement n'ont pas le droit au ticket resto, sauf
s'ils cumulent avec un contrat de travail. Les tickets resto, en principe, c'est pour tout le monde, mais vous avez le droit de décider de critères d'attribution. Et donc, ces critères d'attribution doivent, comme dans beaucoup de mesures, ne pas être discriminatoires et être fondés sur une base égalitaire. Donc, vous devez, si vous retenez des critères d'attribution, retenir des critères qui sont objectifs et qui n'entraînent pas de discrimination entre les bénéficiaires. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Je vous ai mis quelques exemples derrière, avec ce qui est interdit, avec le pouce rouge tourné vers le bas, et à contrario, ce qui est autorisé, donc avec le pouce vert levé vers le haut. Donc, vous n'avez pas de possibilité de faire une distinction entre les cadres et les non-cadres. Vous n'avez pas non plus la possibilité de faire une distinction entre les salariés sédentaires et non sédentaires. On parlera un tout petit peu des gens qui se déplacent dans le cadre de leur travail pour insister sur le fait qu'on ne peut pas cumuler salariés, enfin remboursement d'un repas dans le cadre d'un déplacement professionnel et ticket restaurant. Vous pouvez par contre attribuer vos tickets restaurants en fonction de l'ancienneté, de l'éloignement du travail par rapport au domicile, du nombre de jours travaillés dans le mois. Donc ça, ce sont des critères qui ont été retenus et acceptés par l'URSSAF. Donc attention à la rédaction des critères. Il faut que les critères soient très clairs pour pas qu'il puisse y avoir de contestation derrière, un, par les salariés, et deux, en plus par l'URSSAF, qui rejetterait l'exonération de charges qu'on va voir après. On a deux formes de tickets resto. On a les tickets resto sous forme papier, donc ce sont les tickets resto traditionnels qu'on connaît. Et puis aujourd'hui, forcément, on a une version dématérialisée qui consiste en une carte ticket restaurant. Donc le titre papier et les titres dématérialisés ont chacun leurs avantages et les inconvénients. Je les ai listés rapidement. Les tickets restaurant papier sont un avantage côté salarié, vous avez une flexibilité d'utilisation. Inconvénient côté salarié, insécurité, parce que les tickets restaurants, si vous sont volés dans votre sac à main, sont utilisables par n'importe qui, puisque vous n'avez pas à présenter de pièce d'identité. Les tickets restaurants, vous pouvez mais vous pouvez aussi, c'est un avantage, les donner à quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez donner des tickets restaurants à votre conjoint pour qu'il aille faire les courses ou à vos enfants pour qu'ils aillent déjeuner ou dîner avec leurs amis. En ce qui concerne autre inconvénient pour le salarié, pas de rendu de monnaie. C'est-à-dire qu'il y a une valeur faciale sur un ticket resto. C'est un ticket resto de 10 € et que vous avez une dépense qui est de 9 €, normalement, le commerçant ne doit pas vous rendre la monnaie. Côté entreprise, c'est une gestion un peu lourde, parce qu'il faut commander des chèques de tickets restaurant, il faut revenir pour distribuer les tickets restaurants, donc c'est un tout petit peu lourd. Évidemment, avec une carte dématérialisée, c'est plus simple. Côté salarié, c'est plus sécurisé. Vous avez votre carte, vous payez au centime près, c'est-à-dire que là, vous en avez pour 12,80 €, vous payez 12,80 €. Côté entreprise, on a une gestion qui est un peu allégée puisqu'on n'a pas à manipuler des chèques. Inconvénient côté salarié, moins de flexibilité d'utilisation. On va y revenir parce qu'il y a un plafond. Et donc là, ce plafond, sur la carte, à un moment donné, ça bloque. Et la carte n'est utilisable les samedis, mais pas les dimanches et les jours fériés. Alors qu'avec les tickets restaurants papier, aujourd'hui, les restaurateurs acceptent les tickets restaurants les samedis et même parfois les dimanches et les jours fériés. On a un plafond d'utilisation qui, depuis le 1er octobre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023, est de 25 € par jour et par personne. Donc, ça veut dire que si vous avez un titre papier et que vous avez alors, c'est forcément respecté dans les hypermarchés, ça l'est un peu moins dans les restaurants. Dans les restaurants, le restaurateur parfois accepte des montants supérieurs. Par contre, avec la carte, forcément, on peut l'utiliser plusieurs fois dans une même journée, mais une fois qu'on a passé le plafond des 25 €, on a un blocage automatique sur la carte. Combien de tickets restaurants par salarié? En principe, c'est un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail. Donc, pratiquement, pour la majorité des salariés, on a un titre par jour travaillé, sauf si vous avez un horaire de travail qui comporte 2 repas dans la même journée. En principe, avec le titre papier, salarié peut utiliser un titre par repas et les restaurateurs sont tenus de n'accepter qu'un titre par repas.
Dans la réalité, comme je vous l'ai dit, c'est un tout petit peu plus souple. J'insiste sur le nombre de jours travaillés. L'URSSAF fait un tout petit peu la chasse à ça. On a souvent des reprises sur le nombre de jours travaillés. Donc, il faut être en mesure de justifier le nombre de jours de travail d'un salarié. Attention aussi, quand vous avez des salariés qui sont en déplacement professionnel et à qui vous remboursez des frais de repas en déplacement professionnel ou en formation. Je vois que quelqu'un pose une question sur les formations. Si vous envoyez un salarié en formation et que vous lui remboursez pas les frais de repas qui correspondent au repas qu'il a pris à l'extérieur, il a effectivement droit à un ticket restaurant. Ah. J'ai un souci. Ah, c'est bon. Le principal avantage des tickets restaurants étant une exonération de charges sociales. Donc, on a deux limites pour bénéficier de l'exonération de charges sociales. On a une limite en montant. La part patronale, c'est-à-dire la part de l'employeur, on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne pratiquement, est exonérée de cotisations sociales dans la limite d'un montant de 6,91 maximum. Depuis le 2 juin 2023, le seuil a été monté 2 fois en pratiquement 1 an, puisque le gouvernement souhaitait encourager l'utilisation des titres restaurants. Et la contribution patronale, c'est-à-dire ce à quoi vous allez contribuer, ne peut pas être ni inférieur à 50%, ni supérieur à 60%. Alors, si on prend toutes ces conditions réunies, le plafond des 6,91 plus les 13,82 plus les 50 et les 60%, on arrive à des valeurs maximum de tickets restants qui sont de 13,82 si vous prenez en charge 50%. Donc ça, c'est la valeur faciale maximum d'un ticket, 13,82. Ou 11,52 si vous prenez en charge 50%. Donc, si vous prenez en charge 50% d'un ticket resto, vous aurez un ticket resto maximum qui fait 13,82 et 50% de 13,82, vous serez juste au plafond des 6,91. Que se passe-t-il si on dépasse les seuils que je viens de vous exposer? Donc, on va faire une petite illustration pratique derrière. Si vous dépassez le pourcentage maximum au minimum du plafond, c'est-à-dire les 50 ou les 60%, quelle qu'en soit l'importance, quelle que soit l'importance du dépassement, vous avez une perte du bénéfice de l'exonération de charges, mais seulement sur la fraction excédentaire. On va voir comment ça marche. On va voir que dans certains dispositifs, quand vous dépassez les plafonds ou les seuils, où vous remplissez pas les conditions, on vous fait sauter toute l'exonération de charges sociales. Là, dans les dispositifs comme les tickets restaurants, quand vous dépassez ou vous n'êtes pas dans les clous, vous payez des charges sociales, mais seulement sur ce qui dépasse. Donc, à contrario, si vous avez une contribution patronale qui est bien entre 50 et 60% de la valeur du ticket resto, mais que vous dépassez le seuil de 6,91, on réintègre dans la base des charges uniquement la fraction excédentaire. Donc, on va voir comment ça marche. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Donc là, c'est une création pure pour essayer de simplifier un peu. Vous avez une participation employeur supérieure à 6,91. Donc, première illustration, vous avez un ticket resto qui vaut 15 €. Vous avez une participation, une part patronale en valeur qui est de 9 €. Donc, ça veut dire que l'employeur, sur les 15 € paye 9 €, c'est-à-dire 60%. Le salarié paye 6 € et donc la part salariale 40%. Donc là, on est dans les clous pour les 60, entre les 60 et les 50, mais par contre, on n'est pas dans les clous sur les 6,91. Donc la part patronale excédant 6,91, vous avez à payer des charges sociales sur ce qui dépasse les 2,09. Si vous dépassez les 60%, ça c'est à peu près le même principe. Vous avez un ticket qui fait 14 €. Vous décidez en tant qu'employeur d'en prendre 9 € à votre charge. Ça fait un pourcentage de 64,20, pardon. Le principe, vous ne pouvez pas dépasser 60%. Donc, on reprend 60% de 14, ça fait un montant. Et vous soustrayez les 9. Et donc, vous êtes imposable sur une base de 0,60. Donc, 0,60 par ticket resto multiplié par X salariés multiplié par X jours. Si votre participation est inférieure à 50%,
on a le même calcul. Donc, vous avez un ticket resto de 15 €, vous contribuez à hauteur de 7 €, c'est-à-dire à moins de 50, 46,7. On vous réintègre 50% de 15, c'est-à-dire 7,50, moins 7 et 0,50. Vous voyez, c'est uniquement ce qui dépasse. Donc là, première règle, ne jamais dépasser les seuils. La bonne nouvelle suivante, c'est que la limite d'exonération sociale, c'est la limite d'exonération fiscale. Donc, si vous avez un ticket resto qui ne dépasse pas les 11,52 et les 13,82 avec les taux de prise en charge qui vont bien, vous n'avez ni charge sociale, ni impôt sur le revenu. Donc, les charges sociales, c'est un avantage employeur et salarié. Mais il y a aussi l'avantage pour le salarié, pas d'impôt sur le revenu. A contrario, si ça dépasse, on a vu qu'on était soumis aux charges sociales, on l'a vu tout à l'heure. Et en plus, ce dépassement est considéré comme un salaire pour le salarié. Donc, lui, il va payer de l'impôt sur le revenu dessus. Donc, il faut être très, très attentif sur les plafonds. Donc là, je vous incite, si vous voulez mettre en place ce type de dispositif, à vous rapprocher du service social qui saura vous aiguiller en la matière. Bon, les dépenses qu'on paye avec les tickets resto, les restaurants, forcément, pour régler des repas, c'était la base du système. On l'a étendu progressivement à d'autres commerces et activités alimentaires. Donc les boucheries, les charcuteries, les traiteurs, les primeurs, pour des fruits, des légumes, des plats alimentaires consommables directement, les plats cuisinés, les sandwichs, etc., etc. Et l'avantage principal des tickets restaurants, c'est qu'ils sont admis dans les grandes et moyennes surfaces. Donc ça, c'est un atout pour les vendre à vos salariés. Les tickets resto, c'est de leur dire, mais vous pouvez les utiliser au supermarché pour faire vos courses et donc pour consommer des denrées périssables et consommables immédiatement. En général, ça se fait automatiquement à la caisse. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la caisse, si vous sortez vos tickets resto pour 20 € et que vous avez acheté des denrées qui ne rentrent pas dans le champ des tickets restaurants, la caissière vous les refuse. Voilà, validité des titres resto, titres papier, ceux qui sont distribués en 2023 seront valables jusqu'au 31 janvier 2024, puisque c'est toujours le 31 janvier qui suit l'année d'émission. En ce qui concerne les cartes, c'est le 28 février de l'année suivante. Donc, si vous avez chargé du crédit sur votre carte en 2023, il sera valable jusqu'au 28 février 2024. Je vous ai mis les principaux opérateurs en matière de tickets restaurants. Ils sont au nombre de 4, c'est ceux qu'on voit le plus souvent. Endered, Sodexo, Up et Natixis. Alors, un exemple concret pour que vous voyez à peu près ce que ça représente. Vous décidez d'attribuer des tickets restaurants de 10 €. Le salarié, donc, on va prendre un salarié qui est là pendant une année complète. Il va recevoir un ticket de restaurant de 10 € par jour travaillé. Donc, dans mon exemple, j'ai considéré qu'il travaillait à peu près 20 jours par mois. Donc, c'était quelqu'un qui était sédentaire, à qui on remboursait pas de frais de repas pour aller en déplacement, et quelqu'un qui est toujours dans l'entreprise. Vous contribuez à hauteur de 60%, donc ça vous coûte 6 €. Le salarié, il achète son ticket resto à hauteur de 40%, donc ça lui coûte 4 €. L'avantage annuel pour le salarié, il reçoit des tickets qui valent 10, qu'il achète 4, donc il a un avantage de 6 € par ticket. 6 € par ticket multiplié par 20 jours, multiplié par, j'ai mis 10,5 pour tenir compte des congés, des jours fériés, ça lui fait un avantage de 1260. Donc, c'est comme s'il recevait 1260 € sans impôt, sans charge. Il y a un coût annuel pour l'entreprise. Le coût annuel pour l'entreprise, c'est 1260 €. Donc, vous voyez déjà qu'il n'y a pas de déperdition entre ce que le salarié reçoit et ce que ça coûte à l'entreprise. Mais pour l'entreprise va économiser l'impôt. Donc, si vous êtes dans une société à l'impôt société, vous allez économiser 25% d'IS dessus, donc ça va vous coûter 945. Si vous êtes à l'impôt sur le revenu, ça dépendra de votre tranche. Mais vous voyez que l'avantage reçu par le salarié égale au coût avant impôt, avant récupération d'impôt pour l'entreprise. Donc, il y a 0 perte. Petite précision, si le salarié déduit ses frais réels sur sa déclaration de revenus, il ne doit pas oublier, donc il faut souvent leur rappeler, qu'ils doivent soustraire la participation sur les tickets restaurants de ses frais de repas. Puisque autrement, il est déduit 2 fois. C'est-à-dire que si vous lui attribuez des tickets restaurants et qu'il se met aux frais réels sur sa déclaration de revenus, il va déduire des frais qui en fait ont été partiellement compensés par les tickets restaurants.
Voilà pour les tickets restaurants. Autre disposition, bon d'achat et chèque cadeau, donc c'est à peu près la même chose, hein. Donc là, c'est de circonstance puisqu'on approche des fêtes. C'est un moyen de donner des montants, alors pas forcément très importants à vos salariés, et d'échapper, là encore, à l'impôt sur le revenu, aux charges sociales. Donc, qui peut mettre en place des tickets, des chèques cadeaux, pardon? Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, seuls sont visés les salariés, on est toujours un peu dans le même principe, hein. CDD, CDI, temps complet, temps partiel, alternant. On peut décider des conditions d'attribution pour les bons d'achat et les chèques cadeaux. Elles doivent forcément ne pas être discriminatoires, donc attention aux discriminations sur le sexe, l'âge, l'appartenance religieuse, donc ça semble une évidence. On peut aussi mettre d'autres critères, donc là je vous ai mis une petite alerte, hein. L'ancienneté, par exemple, n'est pas retenue comme un critère objectif pour les chèques cadeaux. Les mandataires sociaux ne peuvent pas bénéficier des chèques cadeaux, sauf s'ils ont un contrat de travail. Et donc, le gros avantage des chèques cadeaux, c'est qu'il n'y a pas de participation salariale. Donc, en principe, quand c'est mis en place par l'entreprise, il n'y a pas de raison que les salariés ne les refusent, puisque c'est un cadeau complet. C'est-à-dire qu'on lui demande rien et il reçoit quelque chose. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez une exonération de charges sociales complète avec CSG, CRDS. À partir du moment où les bons d'achat et chèques cadeaux ne dépassent pas annuellement par salarié 5% du plafond mensuel de la Sécu. SS sur mes diapos, ça veut dire Sécu. Donc, le plafond était de 183 € pour 2023. C'est-à-dire que vous donnez des chèques cadeaux dans la limite de 183 € pour 2023. Vous n'avez pas de charge sociale et pas d'impôt pour le salarié, puisque ce n'est pas considéré comme un avantage en nature. Ça, c'est le premier plafond qui est un plafond général. Ensuite, vous avez un deuxième plafond accordé à l'occasion de certains événements que je vous ai listés ici. Le Noël des salariés, le Noël des enfants jusqu'à 16 ans, les Sainte-Catherine, donc c'est les salariés qui ne sont non mariés qui fêtent leurs 25 ans, Saint-Nicolas, qui est le pendant pour les salariés masculins qui sont pas mariés et qui fêtent leurs 30 ans, la fête des pères et la fête des mères, la naissance et l'adoption, le mariage et le Pacs, sachant que si vous avez un mariage de 2 salariés, vous avez droit à 2 bons d'achat. Le départ en retraite, la rentrée scolaire pour les enfants jusqu'à 26 ans. Donc, ça veut dire que c'est des enfants, mais c'est aussi voilà, des grands enfants qui peuvent être lycéens ou étudiants. Et vous avez un seuil de 5% du plafond de la Sécu qui est appliqué par événement. Sachant que le salarié, forcément, doit être concerné par l'événement. Donc là, ça semble une évidence, mais j'enfonce un peu des portes ouvertes. C'est-à-dire que si vous mettez des bons d'achat en place pour la rentrée scolaire, un salarié qui est sans enfant ne peut pas recevoir ce type de bons d'achat. Idem, il ne peut pas recevoir des bons d'achat pour la fête des pères ou la fête des mères s'il n'a pas d'enfant. Et donc, comment ça fonctionne? Mais vous avez un plafond général de 183 € pour l'année et vous avez un plafond par événement qui est de 183 par événement. Donc, petit exemple, vous avez un salarié qui reçoit 3 bons, un pour les 50 € pour son mariage, un de 80 € pour la naissance de son deuxième enfant et un de 90 € pour la rentrée scolaire de son premier enfant qui a 6 ans. Donc, il reçoit 220 €. Il dépasse le plafond annuel. Donc, à partir du moment où vous dépassez le plafond annuel, il faut regarder bon par bon si toutes les conditions sont réunies. Donc, les conditions à chaque fois, c'est que, par exemple, pour la rentrée scolaire, c'est que vos enfants aient moins de 6 ans. C'est que le bon d'achat, on y reviendra tout à l'heure, précise que c'est pour la rentrée scolaire. Et donc, c'est utilisable sur des fournitures scolaires. Et troisième condition, que ça ne dépasse pas les 183 €. Donc, on prend les événements par événement. On vérifie, il y a les 3 conditions qui sont remplies à chaque fois. C'est bien pour un mariage. C'est bien, le bon d'achat est bien identifié comme tel. Et il ne dépasse pas 183 €. Dans ce cas-là, tout est OK. C'est-à-dire que là, le salarié, il en a reçu pour 220 € et tout est exonéré de charge. Et lui, c'est un bon d'achat, rien à déclarer sur la déclaration de revenus, pas d'impôt à payer. Donc, sur des petites primes, hein,
plutôt que d'aller donner des toutes petites primes sur les bulletins de salaire avec des charges sociales et de l'impôt sur le revenu, je vous conseille de remplacer les toutes petites primes et d'utiliser au maximum ce type de dispositif. Surtout que le bon d'achat, vous pouvez le faire de manière ponctuelle. C'est pas parce que vous les avez donnés une année. Alors après, si à chaque fois vous pouvez mettre en place en disant, ben voilà, à chaque naissance, je pars du principe que je vais donner un bon d'achat de tel montant. On paye quoi avec les bons d'achat? Ben à peu près tout, sauf de produits alimentaires. Ça, c'est plutôt le couvert par les tickets resto et du carburant. En principe, c'est précisé sur les bons d'achat ou les chèques cadeaux. Quand vous avez des bons d'achat ou pour la rentrée scolaire, ça doit être précisé sur le bon d'achat que c'est des accès à des fournitures scolaires, des livres, des vêtements, des produits informatiques. Si c'est pour des bons d'achat ou pour les Noëls des enfants, par exemple, c'est accès aux jouets, livres, disques, vêtements. Si c'est pour les bons d'achat pour le Noël des salariés, qui est quand même plus vaste que le Noël des enfants, c'est à peu près tout, sauf l'alimentaire. Petite précision, il y a un dispositif spécial pour les événements sportifs 2023 et 2024. On a voulu encourager les bons d'achat qui permettent aux salariés de participer à des événements comme la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Donc, vous avez droit à un plafond de 25% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, c'est 917 en 2023. Attention, les bons d'achat doivent être réservés à des achats qui se font dans les boutiques officielles de ces deux événements-là. Et les bons, je cherchais la date, c'est pour ça que je tournais mes pages. Les bons, j'avais oublié la date exacte, doivent être attribués pour ces deux événements-là avant le 8 septembre 2024. Donc le 917, c'est pour le plafond pour 2023. Et pour 2024, ça dépendra forcément du plafond de sécurité sociale 2023. Le 24, pardon. Autre dispositif, les chèques vacances. Donc là, on les a appelés par simplification CV. Qu'est-ce que c'est qu'un chèque vacances? C'est un titre de paiement qui est utilisable, alors là, de manière plus large, par le salarié, son conjoint, mais aussi par les personnes qui sont à sa charge, donc ascendants ou descendants, donc les enfants ou les parents, pour régler les dépenses de vacances. On verra tout à l'heure qu'il y a une validité de 2 ans. Forcément, c'est toujours un système facultatif. Rien vous oblige à en attribuer à vos salariés, mais rien n'oblige le salarié à en acquérir parce qu'on verra que c'est un peu comme le système des tickets restaurants tout à l'heure. Il y a une part sociale salariale, obligatoire. Donc, on ne peut pas obliger un salarié à contribuer. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chèques vacances? C'est un système qui permet d'acheter des prestations et donc des chèques vacances à un prix inférieur à leur valeur nominale. Donc, c'est un peu le principe des tickets resto où vous achetez un chèque vacances qui a une valeur de 100 €. Donc, vous allez pouvoir dépenser 100 €, mais ça vous aura coûté moins parce que vous aurez une participation de votre employeur. Et donc, vous les utilisez chez les prestataires de services qui sont agréés. Et donc là, on a un certain nombre de prestations qui peuvent être payées avec les chèques vacances. Tous les salariés peuvent en bénéficier, y compris les salariés des particuliers et les stagiaires. Peu importe toujours la nature de leur contrat, CDI, sous-DD, la taille de l'entreprise et le revenu. Par contre, vous pouvez quand même introduire des critères et de dire, voilà, je ne veux pas m'astreindre à en distribuer à tous mes salariés et j'introduis des critères d'attribution. Donc, ces critères d'attribution, alors là, vous voyez, le grand retour, l'ancienneté peut être un critère retenu pour les chèques vacances. On peut aussi retenir un critère financier. Les dirigeants ou gérants d'une entreprise de moins de 50 salariés peuvent eux-mêmes bénéficier de ces titres. Idem pour les travailleurs indépendants. J'y reviendrai tout à l'heure. Je ne vais pas trop m'étendre ce soir sur ce qui peut être appliqué aux dirigeants d'entreprise, qui soient mandataires sociaux ou travailleurs indépendants. Il y a beaucoup de dispositifs. Les règles diffèrent selon les dispositifs. On n'a pas assez de temps pour faire ça et je vous incite à revenir vers nous pour ce type de questions.
Donc, les chèques vacances, voilà, ont une valeur variable. Comme les autres dispositifs, on évolue vers une version dématérialisée. Les chèques vacances qui sont dématérialisés sont exclusivement utilisables sur Internet. Ils ont une durée assez longue, c'est 2 ans, en plus de la valeur d'émission. Donc, les chèques qui sont émis en 2023 sont valables jusqu'au 31 décembre 2025. Et en fin de validité, c'est une des particularités, vous avez possibilité d'échange jusqu'au 31 mars qui suit la date d'expiration, c'est-à-dire que vous les échangez pour, entre guillemets, les rallonger. Vous avez un échange gratuit pour les titres dématérialisés et payant pour les CV papier. L'ANCV étant l'organisme habilité à émettre les titres de paiement. Alors, très très grande souplesse pour définir les modalités d'acquisition, les bénéficiaires, le montant de la contribution. Vous pouvez participer soit directement, soit par une subvention au CSE. Donc là, c'est pareil, hein. On n'a pas trop le temps le soir de faire à chaque fois le distinguo entre les entreprises avec ces comités d'entreprise ou sans comité d'entreprise. On fait quelques focus. Quand vous êtes dans une entreprise de moins de 50, sans CE, donc CSE, conseil de comité d'entreprise, pour bénéficier de l'exonération de charges sociales, vous avez un certain nombre de critères à respecter. Et on va voir que, paradoxalement, c'est moins souple pour les petites que pour les grosses entreprises. Notamment, le cofinancement. C'est-à-dire que les chèques vacances ne peuvent pas être pris à 100% par un employeur dans une entreprise de moins de 50. Il y a forcément une participation salariale. C'est ce qu'on appelle le cofinancement. Le salarié, il participe, il achète ses chèques vacances. On va voir comment il participe, mais en tout état de cause, il a forcément une participation. Ensuite, on a une exonération de charges sociales qui est limitée à 512 € en 2023, ce qui correspond à 30% du SMIC mensuel. La contribution, alors le système n'est pas forcément très, très simple. La contribution patronale à l'acquisition des chèques vacances, elle varie en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Donc, vous voyez, je vous ai pris un exemple. Là, on a un niveau de rémunération du salarié. Donc, on a, premier cas, un salaire qui est inférieur au plafond de la sécurité sociale, donc 3 666 €. Vous avez à droite le seuil maximum de la contribution des chèques vacances par l'employeur, qui court avec son pendant le seuil minimum de la contribution pour le salarié. C'est-à-dire qu'on considère que le salarié, il doit forcément contribuer. S'il a un salaire qui est inférieur au plafond de la sécurité sociale, 3 666, l'employeur doit au maximum participer à hauteur de 80 et le salarié doit au minimum participer à hauteur de 20. S'il a un salaire supérieur à 3 666, la participation maximum de l'employeur, c'est 50 et la participation minimale du salarié, c'est 50. Bon, je ne vous fais pas l'explication sur comment on calcule la rémunération. Pour savoir s'il est au-dessus ou en dessous, grosso modo, on se réfère aux 3 mois précédant l'échec. Ce qui est très important, c'est qu'il y a des majorations. Il y a des majorations par enfant à charge. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Vous avez une majoration de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé ou invalide. Vous avez une illustration, vous avez un salarié avec 3 enfants qui est rémunéré au SMIC. Il ne pourra payer que 5% du prix du chèque. 95% de son montant est en prise en charge. Pourquoi? Parce qu'il a un salaire inférieur à 3 666. Il a une participation minimale de 20%. Donc, on va considérer que dans l'entreprise, on respecte les règles. La participation, c'est 20. Son premier enfant à charge, 5%. Deuxième, 5. Troisième, 5. Ce qui fait qu'à la fin, il lui reste 5%. Donc, s'il reçoit un titre qui vaut 100 €, il va l'acheter 5 €. Donc, l'avantage est énorme. Ça veut dire que là, grosso modo, c'est un cadeau de 95 €. Il va pouvoir dépenser 100 € alors qu'il a mis 5 € de sa poche seulement. Ou pas. Donc, voilà, ça c'est un petit tableau récapitulatif, moins de 50, plus de 50. Donc, dans les moins de 50, il faut une participation directe de l'employeur. Et donc là, avec l'exonération dans la limite des 512 €. Si vous êtes moins de 50 et que vous passez par le CSE, vous n'avez aucune exonération.
À contrario, dans les entreprises de plus de 50, il faut passer par le CSE. Si vous passez par le CSE, vous avez une exonération totale sans limite. Donc, dans les moins de 50, il faut faire directement, même si vous avez mis en place un comité d'entreprise de manière facultative. Et dans les plus de 50, il faut absolument passer par le CSE. La contribution annuelle de l'entreprise est aussi plafonnée, donc là on ne va pas trop rentrer dans le débat, mais voilà, vous avez un plafond par salarié et vous avez un plafond annuel au niveau de l'entreprise. Mais ça, si vous rentrez dans ce type de dispositif, le service social saura vous expliquer. Le plafond annuel de l'entreprise, vous voyez là, je vous ai fait un petit calcul, pour 10 salariés, vous ne pouvez pas contribuer à hauteur de plus de 8 546 € par an, puisque c'est basé sur 50% du SMIC. Voilà. Du côté fiscal, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la contribution employeur, donc ce que ça vous coûte dans la limite de 30% du SMIC mensuel, donc le plafond fiscal égal au plafond social, c'est déductible de votre bénéfice imposable. Le salarié, ce qu'il reçoit, c'est-à-dire que lui, l'avantage que vous lui accordez, c'est exonéré d'impôt sur le revenu. Donc, à partir du moment où vous respectez les plafonds, le salarié, il a un avantage qui n'est pas considéré comme un avantage à nature, donc il ne paye pas d'impôt sur le revenu. Le versement que lui, le salarié, fait pour acheter ses chèques vacances, il n'a aucun avantage fiscal. Ben, l'avantage, en fait, il est constitué par la contribution employeur. Autre disposition, le chèque service emploi service universel. Donc vous connaissez sûrement le CESU, donc le CESU bancaire traditionnel qui permet de rémunérer et déclarer un salarié. Et là, on parle du CESU préfinancé, donc qui est un titre qui permet aussi de rémunérer et déclarer un salarié, mais aussi de régler des prestations de service. Et donc ça consiste en quoi le CESU préfinancé? Ben, ça veut dire que c'est l'employeur qui finance une partie des CESU. Donc vous, en tant qu'employeur, vous financez des CESU qui sont remis à vos salariés et ces salariés s'en servent pour régler des prestations de service à la personne, employé de maison, assistante maternelle, garderie, jardinage, soutien scolaire, etc. etc. Et l'aide financière est exonérée de charges sociales. Donc, CSG, CRDS et impôt sur le revenu. Le salarié bénéficie en doute d'un crédit d'impôt, donc on va le voir tout à l'heure, c'est que c'est pareil, vous achetez des CESU, le salarié, il achète un CESU, il le paye en dessous de sa valeur faciale, et sur la part qui reste à sa charge, il a une réduction d'impôt, et de l'autre côté, la contribution employeur est exonérée. Donc les bénéficiaires, ben, c'est toujours un peu pareil, hein. Le principe étant que les dirigeants de l'entreprise, chefs d'entreprise, gérants, PDG, directeurs généraux et mandataires sociaux peuvent bénéficier, à condition que les CESU préfinancés bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise avec les mêmes règles d'attribution. Donc là, petite cerise sur le gâteau, si vous êtes en entreprise individuelle, vous avez le droit de bénéficier de CESU si ça bénéficie à l'ensemble de vos salariés. Et si vous êtes tout seul, vous pouvez aussi bénéficier de CESU préfinanciers si vous n'avez pas de salariés dans la limite de 2 301 € par an. Deux formes de CESU, toujours pareil, hein, le titre papier, le titre dématérialisé. Je vois le temps qui passe, donc je vais accélérer un tout petit peu. Côté pratique, ben, les CESU préfinancés sont nominatifs, forcément qu'ils sont nominatifs, parce qu'ils sont revenus, ils sont distribués à des salariés, et ces salariés, sur la part salariale, vont pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt sur leur déclaration de revenus. Donc forcément, c'est nominatif. Ils sont une validité indiquée sur le titre, donc en principe, les titres qui sont émis en 2023 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Comment ça fonctionne? Donc, le prix financement par l'employeur est exonéré de cotisation sociale dans la limite de 2 301 par année civile. L'aide, c'est-à-dire la contribution de l'employeur, n'a pas le caractère de salaire pour le salarié. C'est pas soumis à cotisation, c'est pas exonéré, c'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et le salarié a le crédit d'impôt service à la personne. Alors, je vous ai mis une petite alerte, hein. Le salarié doit déduire sur sa déclaration de revenus la participation de son employeur.
Alors, petit exemple. J'ai fait un exemple avec CESU, valeur faciale 200 €. Alors, c'est plusieurs CESU, puisqu'en général, vous n'avez pas... Si j'ai un conseil à vous donner en matière de CESU, c'est de donner plutôt des petites coupures que des grosses coupures. Si vous êtes en CESU papier, c'est plus facile. Valeur faciale 200 €. Donc, l'employeur en prend en charge 50%, 100 €. Le salarié les achète à hauteur de 50%, 100 €. On peut faire du 40-60. Le salarié ne paye pas d'impôt sur le revenu sur la part patronale. Il va pouvoir déduire de son impôt 50% de sa part, soit 50. Donc, le salarié, il reçoit des tickets CESU qui ont une valeur de 200 € et son prix de revient, ça lui coûte 50 €. C'est-à-dire les 200 € moins la part de son employeur, 100 € moins la réduction d'impôt à laquelle il va avoir droit. Donc, on lui fait un cadeau de 150 €, puisque entre le montant qu'il va recevoir, les 200 € et ce que ça va lui coûter au final, il a gagné 150 €. Sachant que le crédit d'impôt bénéficie à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui ne seraient pas imposables, vous pourriez avoir la question de gens qui ne sont pas imposables, le crédit d'impôt est remboursable par les impôts. Du côté de l'entreprise, le préfinancement exonéré de charges sociales. Vous avez le crédit d'impôt famille côté entreprise. Donc, l'entreprise, j'ai repris mon exemple des 200 €. Donc, vous avez abondé à hauteur de 100 €. Vous économisez 25% d'IS. Vous avez un crédit d'impôt de 25%. Donc, vous avez un coût net pour l'entreprise de 50 €. Donc, le CESU a une valeur de 50. Le salarié, ça lui a coûté 50 et l'employeur, ça lui a coûté 50. Donc, il faut vous dire que c'est bénéfice pour tout le monde. Autre dispositif important dont je veux vous parler, la prime de partage de la valeur, donc la PPV. Alors là, on n'est plus sur le système des tickets resto, chèque cadeau, chèque vacances, CESU. Là, on est sur le principe d'une prime. Donc là, c'est une prime, entre guillemets, en espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, je vous ai mis actualité brûlante parce que ça a bougé la semaine dernière. Donc, pour ceux qui sont clients chez Duo, vous avez vu que vous avez normalement dû recevoir un mail par notre service social. Alors, vous ne l'avez peut-être pas tous reçu parce que comme ça a bougé entre-temps, on a parfois bloqué les mails. Il y en a qui étaient déjà partis. Et on va publier une information dans une newsletter qui va partir normalement la semaine prochaine ou plus tard. Le principe de cette prime de partage de la valeur, c'est ce dont, grosso modo, tout le monde rêve, c'est-à-dire une prime que je peux mettre sur un bulletin de salaire, donc c'est assez simple à faire, plus simple que de mettre en place des tickets resto qui viennent tous les mois, plus souple que des chèques vacances qu'il faut que j'aille acheter, etc., etc. Là, c'est une prime sans charge sociale et parfois, j'ai mis cerise sur le gâteau, sans impôt sur le revenu. Bien entendu, comme tous les dispositifs avec des exonérations, ça ne doit pas se substituer à un élément de rémunération prévu au contrat de travail ou par les usages. Donc, on ne remplace pas le paiement d'heures supplémentaires ou de primes habituelles par une prime de partage de la valeur sous prétexte de vouloir bénéficier d'exonération de charges sociales. La prime de partage de la valeur actuelle, celle dont je vais vous parler, c'est une variante de celle dont vous aviez déjà entendu parler avant, qui s'appelait la prime PEPA, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qui s'est appelée après, ou qu'on a appelée prime Macron. Donc, c'est cette prime-là qui a été pérennisée avec des modifications. Alors, attention, c'est un dispositif déconnecté du dispositif Sarkozy sur les heures supplémentaires, qui correspondait à la volonté de Nicolas Sarkozy de dire travaillez plus pour gagner plus. Donc, vous travaillez plus, vous faites des heures supplémentaires et j'exonère les heures supplémentaires. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un dispositif de prime. Donc, cette prime de partage de la valeur, pour qui? Les salariés. Donc, ils sont liés à l'entreprise par un contrat de travail, éventuellement des intérimaires. Il faut, alors là, c'est une prime. Donc, il faut remplir les conditions, c'est-à-dire apprécier le statut à la date de versement de la prime ou à la date de le dépôt de l'accord d'entreprise, qu'on va voir qu'il y a un petit peu de formalisme, ou à la date de signature de la décision unilatérale.
Les mandataires sont exclus, sauf s'ils sont titulaires d'un contrat de travail. Donc là, on peut moduler, dire je ne veux pas attribuer la prime de partage de la valeur à tout le monde, et donc, ou en tous les cas, je veux l'attribuer à tout le monde, mais je veux introduire des notions un peu plus subjectives telles que la rémunération, le niveau de classification, l'ancienneté dans l'entreprise, la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée du travail. Voilà. Alors, petite précision quand même, quand on voit qu'on peut moduler en fonction de la rémunération, on peut moduler la prime, mais on ne peut pas, en aucun cas, réserver la prime aux salariés dont la rémunération serait supérieure à un certain montant. Par contre, on peut la réserver aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain montant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas réserver la prime aux gros salaires en disant je mets des critères qui font que seuls les gros salaires vont toucher une prime de partage de la valeur. Par contre, on peut la réserver aux bas salaires. Sur la prime de la partage de la valeur, je vous invite vivement, si vous voulez la mettre en place, à vous rapprocher du service social. Et donc là, on va voir qu'il peut y avoir une petite urgence en fonction des nouvelles dispositions qui sont sorties. Donc, le principe de l'inversement d'une prime, c'est versement possible depuis le 1er juillet 2022. C'est une seule prime. Donc, je vais vous lire tout à l'heure ce qui est sorti très récemment. C'est une seule prime qui est versable en plusieurs fois. Donc, on peut faire plusieurs versements au cours d'une même année civile, mais le principe, c'est une prime. Versement limité à une fois par trimestre, maximum 4 versements. Et pour mettre en place la prime de partage de la valeur, il y a un peu de formalisme, soit un accord d'entreprise ou de groupe, conclu avec les modalités applicables à l'intéressement, donc ça veut dire dépôt de l'accord à la direction départementale du travail, dont j'ai oublié la nouvelle dénomination, c'est pas très grave, ou une décision unilatérale de l'employeur, et là, il n'y a pas de formalité de dépôt. S'il y a un comité d'entreprise, on doit le consulter préalablement. Ce qui est très important, c'est que la DUE suffit, c'est-à-dire que même si vous êtes dans une grosse entreprise, la décision unilatérale de l'employeur, donc la DUE, à ne pas confondre avec la déclaration unique d'embauche, hein, la décision unilatérale de l'employeur suffit même pour les entreprises importantes. On peut vous la rédiger, hein, Duo Solutions, le service social, peut charger de cette DUE. C'est une des conditions pour avoir l'exonération de charge, hein, donc il ne faut pas s'abstenir du formalisme sous peine de se faire remettre en cause des exonérations. Le principe de l'exonération, c'est qu'on a un maximum exonéré de 3 000 €. Il est exonéré de charges sociales, salariales et patronales, y compris taxes d'apprentissage, formation continue et participation construction. Il est assujetti seulement à la CEG-CRDS, donc 9,70, et au forfait social sur la fraction exonérée des cotisations. Pour les entreprises de plus de 250, je ne suis pas sûre que dans les participants ce soir, on ait plus beaucoup d'entreprises de plus de 250 salariés qui soient concernés. Le montant est porté à 6 000 €. Et là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Vous avez, quel que soit l'effectif, un montant d'exonération qui peut être porté à 6 000 € si vous êtes doté d'un accord d'intéressement, sachant que les accords d'intéressement sont toujours des accords facultatifs. Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ont mis en place des accords de participation, vous pouvez aussi bénéficier des 6 000 €. Pourquoi ça? On incite, le gouvernement incite à mettre en place, quand c'est pas obligatoire, des accords favorables aux salariés, intéressement, participation, qui sont des compléments de rémunération. Et quand c'est pas obligatoire, il vous donne un petit coup de pouce supplémentaire en me disant, mais si vous le faites, vous aurez en plus un montant d'exonération de prime de partage de la valeur qui ne sera plus de 3 000 €, mais qui sera de 6 000 €. Autre système, et là, c'est là que j'insiste, on a un régime renforcé pour les bas salaires. Alors, j'ai mis bas salaire entre guillemets, j'aime pas trop l'expression, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, on a l'exonération classique, donc celle du haut, hein, exonérée de charges sociales par patronales et salariales, y compris la taxe d'apprentissage, plus l'exonération de CSG et l'exonération d'impôt sur le revenu. Donc là, c'est tout bénéfice, c'est-à-dire que vous payez 0 charge sociale et en plus, le salarié, il ne paye pas d'impôt dessus, à la seule condition que les salariés aient une rémunération inférieure à 3 SMIC
Donc les 3 SMIC, je les ai calculés à peu près à la louche, on est à peu près à 5 000 €. Si on prend un SMIC à 1 700 € par mois, 1 700 multiplié par 3, je dis pas de bêtises, 1 700 multiplié par 3, c'est ça, à peu près 5 000 €. Donc si vous avez des salariés, peu importe la taille de votre entreprise, et qui sont une rémunération inférieure à 3 SMIC, on a une exonération complète plus une exonération d'impôt. Première annonce, donc là c'est les nouveautés, toutes fraîches, toutes neuves. Annonce en septembre, le gouvernement nous annonce une plutôt mauvaise nouvelle en disant à partir du 1er janvier 2024, les primes seront soumises à CSG et CRDS et à l'impôt sur le revenu pour l'ensemble des salariés et non plus seulement pour ceux dont la rémunération est supérieure à 3 fois le SMIC. Donc pour simplifier, plus d'exonération d'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2024. Ça change un peu la donnée. Et donc là, cette mauvaise nouvelle-là a été tempérée par une annonce de la semaine dernière. Il semblerait qu'il y en ait encore une aujourd'hui. On maintient ce régime renforcé, donc le régime pour les salariés inférieurs à 3 SMIC pour les années 2024, 2025 et 2026, mais seulement pour les entreprises de moins de 5 ans. C'est-à-dire que là, c'était pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille, tous les salariés inférieurs à 3 SMIC. Là, ce serait uniquement pour les entreprises de moins de 50. Et donc, pour les entreprises de moins de 50, dont les salariés, avec des salariés inférieurs à 3 SMIC, pas de charge sociale, pas de CSG, pas de RDS, pas d'impôt sur le revenu. Le jackpot total. Conclusion, qu'est-ce qu'il y a à faire ou pas faire? Pour les moins de 50, vous n'avez pas d'urgence puisque c'est prolongé. Sur les plus de 50 salariés, vous avez une urgence à faire, sauf si tous les salariés ont un salaire supérieur à 3 SMIC, parce que de toute manière, ils n'ont pas le droit à l'exo. Par contre, si vous voulez, pour vos salariés, bénéficier du prime de partage de la valeur, bénéficier d'exonération de charges sociales, et qu'en plus, votre salarié bénéficie de l'exonération d'impôt sur le revenu, il faut faire avant le 31 décembre. Donc, je vous invite à vous rapprocher de notre service social le plus tôt possible pour que tout soit bouclé si vous voulez le faire sur 2023 pour ne pas perdre l'avantage à partir du 31 décembre 2023. Voilà. Avant-dernier point, les chèques culture, ça va aller très vite. C'est pour ça que je l'avais laissé à la fin en disant si on est un peu court, on raccourcira. Juste sur le prime de partage de la valeur, donc là, la responsable sociale du cabinet m'a envoyé une info toute fraîche. Donc il y aurait dans le projet de loi qui peut-être a été adopté cet après-midi, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, possibilité de verser 2 primes de partage de la valeur sur l'année civile au lieu de 1 actuellement. Il y aurait effectivement confirmation du régime renforcé pour 2024, 25, 26 pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et possibilité aussi de placer la prime de partage de valeur sur un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite et de l'exonérer d'impôt sur le revenu. Voilà, ceux qui nous suivent via la lettre du haut auront les informations dès qu'on aura confirmation de tous ces montants-là. Chèque culture, c'est un peu l'équivalent des chèques cadeaux, des bons d'achat. C'est les chèques lire, les chèques disques, les chèques culture. C'est un fonctionnement similaire au chèque cadeau, mais il est complètement déplafonné. Donc, c'est exonéré de cotisations, y compris la CSG et le RDS, sans être autre condition que distribué par le comité d'entreprise, ou s'il n'y a pas de comité d'entreprise, par l'employeur. C'est toujours pareil, c'est les titulaires d'un contrat de travail. Les gérants et dirigeants de société peuvent rarement en bénéficier. Ils peuvent en bénéficier essentiellement quand ils ont un contrat de travail. Et donc, on utilise les chèques culture pour les places de spectacle, les concerts, les places de cinéma, les accès aux musées, les livres, les supports musicaux. C'est pas utilisable pour acheter des équipements. C'est essentiellement, vous voyez, pour des prestations, voilà, les livres, des places de spectacle, des concerts, mais pas pour financer des matériels et pas financer des abonnements Internet ou télé. Voilà. Dernier point très rapide sur la prise en charge des frais de transport des salariés. En pratique, les dispositifs sont multiples. Vous avez des dispositifs pour rembourser les frais de transport collectifs,
ceux pour prendre en charge les frais de carburant liés à l'utilisation par les salariés de son véhicule, un dispositif pour prendre en charge partiellement les frais d'alimentation d'un véhicule électrique et ce qu'on appelle le forfait mobilité durable pour prendre en charge les frais de trajet des salariés qui se rendent au travail. C'est un avantage social, mais voilà, c'est en fait les frais, ces dispositifs-là, c'est des remboursements de dépenses. Donc les bénéficiaires sont toujours les mêmes, hein, les salariés employés par l'entreprise, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, peuvent pas en bénéficier forcément ceux qui ont un dispositif qui est un véhicule qui est mis à disposition permanente par l'employeur et qui prend en charge les dépenses de carburant, ceux qui sont logés dans les conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport et ceux dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur. Et évidemment, ceux à qui on rembourse des frais professionnels. Si on vous rembourse des frais professionnels, vous ne pouvez pas cumuler les remboursements de frais avec sous plusieurs formes. Donc là, je vous ai mis un petit rappel sur les participations financières. Hein. Donc, c'est exonéré d'impôts et de cotisations dans certaines limites. Donc, la moitié du prix de l'abonnement à un transport collectif, on est un peu moins concerné essentiellement pour les grandes villes, ce qui est obligatoire pour l'employeur. 400 € par an pour l'achat d'essence avec un plafond majoré pour 2022 et 2023, alors qu'un plafond normal, c'est 200 €. 700 € de limite pour les frais d'alimentation des véhicules électriques, sachant que c'est pareil. Le plafond a été majoré pour 2022 et 2023. Le plafond normal est de 500 €. Et ensuite, 700 € pour le forfait mobilité durable. Donc, petite précision sur le, je suis pas allé dans le bon sens, sur le non-cumul, hein, forcément, à partir du moment où vous financez du transport collectif, vous n'allez pas en plus rembourser des frais de carburant. Si j'ai parlé des frais de transport, c'est pour attirer votre attention sur le formalisme. Si vous rentrez dans ce type de dispositif, vous devez être en mesure de justifier, enfin le salarié doit être en mesure de justifier les dépenses et vous devez avoir dans vos dossiers les justifications de dépenses. S'il faut vous financer des dépenses de transport en commun, le salarié doit vous remettre son titre de transport. Si vous dépensez d'autres types de dépenses, telles que les dépenses d'installation de bornes de charge électrique chez le salarié, vous devez justifier les dépenses. Donc, le salarié doit vous donner les justificatifs. Un petit aparté sur les déplacements professionnels du salarié avec son véhicule personnel. C'est un sujet qui est souvent abordé. Donc là, je l'ai mis sur le diaporama. C'est pas à proprement parler un complément de salaire. C'est plutôt un remboursement de frais. Donc, quand vous remboursez des frais de transport à un salarié qui utilise son véhicule personnel, en général, on utilise le barème des indemnités kilométriques. Et donc, le barème des indemnités kilométriques dépend de la puissance fiscale du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus, avec les 3 tranches, les 5 000, les 5 000 et les 20 000 et les plus de 20 000. Mais ça, c'est un remboursement de frais. Donc, à partir du moment où c'est un remboursement de frais, là, en l'occurrence, c'est pas un avantage en nature, c'est un remboursement de dépenses. Voilà. Dernier point, les dons de matériel informatique. On avait une disposition qui permettait à l'entreprise de remettre gratuitement aux salariés du matériel informatique qui était complètement amorti dans l'entreprise. À partir du moment où ça ne dépassait pas 2 000 €, c'était exonéré de tout, notamment de charges sociales. Ça a été abrogé. Donc aujourd'hui, si vous donnez du matériel informatique à vos salariés, c'est considéré comme un complément de rémunération. Donc c'est un avantage en nature et donc c'est soumis à charges sociales et c'est soumis à impôt sur le revenu des particuliers. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors j'ai bien conscience que c'était un peu dense. On n'a pas parlé de tout ce qui est disposition épargne d'entreprise. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire. Mais c'est pareil, ça demande un tout petit peu c'est un peu difficile à résumer de manière très très courte. Donc on va essayer de répondre à quelques questions. Je vais essayer de les faire défiler.
Alors, je vois une question sur la présence effective, mais je ne sais pas à quel dispositif ça se rapporte. Pour l'échec cadeau. Pour l'échec Cadeau. Donc, je suis pas sûre qu'on était... Non, attendez. Présence effective n'est pas un critère. Le salarié en arrêt maladie, une grosse partie de l'année, touchera les mêmes chèques cadeaux que les autres. Oui, si c'est le seul critère que vous avez mis, oui, parce que là, on ne peut pas faire de distinguo sur ce sujet-là. Ensuite, oui, c'est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le troisième pour les titres restaurants. Alors, j'ai une question sur les stages de troisième. Alors, c'est des stages de troisième qui durent combien de temps? Parce que si c'est les stages stages découvertes, je pense que c'est ça dont vous parlez, Madame Deluré. Une semaine. Oui, c'est ça. Bah, je pense que sur les troisièmes, il n'y a pas trop de risques. Alors, si c'est des stages toute la journée, mais moi, voilà, ici, en ce qui me concerne, je fais forcément, si je veux que les stagiaires renoncent, signer une renonciation quand ils commencent leur stage. Mais là, c'est pas un stage avec une rémunération obligatoire parce que vous êtes sur une durée très courte. Donc, à mon avis, vous risquez pas grand-chose si vous ne faites rien. S'il y a des tickets restaurants dans votre entreprise et que vous les donnez pas à un stagiaire de troisième sur une semaine. Alors, ça défile. Le don de matériel informatique est sujet à charge sociale. Comment évaluer la valeur du matériel au montant du don? Déjà, moi, je commencerai par prendre la valeur comptable. En général, les matériels informatiques, on les amortit sur une durée très courte. S'il n'est pas amorti, je pense que minimum, il faut prendre la valeur comptable. Là, l'exonération, vous avez vu qu'elle portait sur des matériels complètement amortis. S'il n'est pas amorti, vous prenez la valeur comptable. Normalement, vous devriez prendre une valeur vénale. Donc, c'est toujours le problème de savoir ce que ça vaut un matériel informatique. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours tendance à considérer que les matériels informatiques, ça vaut quasiment zéro. C'est-à-dire que la valeur marchande d'un matériel informatique, donc je pense qu'il faut mettre une valeur symbolique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des sujets, alors on va en profiter du webinaire, est-ce qu'il y a des sujets sur cette problématique-là que vous voudriez voir abordée dans un prochain webinaire? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions sur le sujet? Non, je vois quelqu'un qui rentre. Peut-on cumuler un chèque cadeau avec un chèque culture? Je dirais oui. C'est pour encourager la culture et c'est déplafonné. Plan d'épargne entreprise, c'est exactement ce qu'on imaginait comme deuxième webinaire. C'est-à-dire que vous avez vu, pour ceux qui lisent la lettre du haut, que j'avais déjà rédigé des articles sur le sujet. Et après, on était plus sur l'épargne entreprise, sur les contrats d'intéressement, des choses comme ça. Donc, ils sont des choses plus techniques. Là, on a voulu vous parler de trucs assez faciles, assez rapides à mettre en place, et notamment les chèques cadeaux dans l'échéance de Noël. Voilà. Mais normalement, il va effectivement y avoir un prochain webinaire qui traitera du sujet plan d'épargne entreprise. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je regarde en même temps. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer la session. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Voilà, j'animerai sûrement un prochain webinaire en début d'année pour la partie fiscalité, donc mesure loi de finances pour les particuliers et pour les entreprises. Et donc on va essayer de programmer un séminaire sur l'épargne entreprise, l'intéressement, la participation. Et on vous tient au courant pour d'autres actualités. On vous souhaite tous une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Au revoir.